Moi, ce que je voudrais dire aux électeurs et aux électrices de cette circonscription, d'abord, c'est leur dire, parce qu'on a constaté sur le terrain, malheureusement, que tout le monde n'était pas au courant, que dimanche 19 juin, on vote. Et qu'on vote, que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et non pas 19h comme c'était le cas pour les présidentielles. On a malheureusement vu devant les bureaux de vote des gens arriver dimanche dernier après 18h. Donc je le rappelle à tous, c'est 8h, 18h. Donc vous pouvez vous déplacer dans votre bureau de vote. Vous devez vous déplacer parce que dimanche 19 juin, ce sera l'heure du choix. Deux projets de société qui sont, je pense, aujourd'hui très clairs dans la tête des électeurs et des électrices. Et ces projets de société sont clairement opposés sur un certain nombre de points et clairement opposés dans leur nature même. C'est-à-dire qu'il y a un projet de continuité. Monsieur Castaner se présentait comme le candidat de la continuité, donc la continuité du quinquennat d'Emmanuel Macron que nous venons de vivre. Et puis un projet de changement, un projet de rupture. J'ai envie de dire un projet heureux parce que c'est un projet d'avenir. Les urgences écologiques, sociales et démocratiques qui étaient criantes en 2017 sont aujourd'hui hurlantes. Et donc nous proposons un message d'espoir qui a été validé en nous mettant quasiment à égalité dimanche dernier. Et donc je voudrais m'adresser à plusieurs personnes, d'abord à nos électeurs et nos électrices. Je voudrais leur dire bravo, merci et à dimanche. Je voudrais m'adresser ensuite à ceux qui n'ont voté ni pour Christophe Castaner ni pour moi dimanche dernier. Je voudrais leur dire que le bulletin qui permet le changement, c'est le bulletin violet, celui où il y a écrit Léo Walter et où il y a le V de la NUPES, justement, et que je les invite à venir voter dimanche également. Je voudrais m'adresser ensuite, on en a parlé tout à l'heure, et c'est très important, aux abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier, peut-être parce qu'ils n'y croyaient pas. Notre score de dimanche montre que c'est possible. Nous pouvons l'emporter et nous allons l'emporter. Puis enfin, mon dernier mot sera, et ça me tient vraiment à cœur, pour la jeunesse de ce pays. La jeunesse qui s'est massivement abstenue dimanche dernier. J'ai envie de leur dire que c'est leur avenir qui se joue dimanche et que cet avenir, on peut le construire ensemble, mais il faut qu'il nous aide. Donc un autre monde est possible, il est toujours possible et je vous invite à venir le construire avec nous. Allez voter dimanche, on compte sur vous. Pourquoi ce serait un candidat du désordre, Léo Walter? Non, mais d'abord, je n'ai pas parlé de Léo Walter en particulier. Les mots que j'ai utilisés ne sont pas les miens. Si c'était sur France Info. Non, j'ai parlé du désordre. Les mots que vous utilisez ensuite ne sont pas les miens pour qualifier les candidats. Léo Walter, je me tourne vers vous. Christophe Castaner a déclaré cette semaine « Notre pays a besoin d'ordre et la NUPES représente le désordre ». Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux, Christophe Castaner en fait partie, qui disent que la NUPES, c'est l'extrême gauche, le désordre et parfois même peut-être des candidats qui pourraient être dangereux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à Christophe Castaner? Alors d'abord j'ai envie de sourire parce que des candidats dangereux, j'aimerais qu'on me les montre. En tout cas je ne considère pas être un candidat dangereux. Ce qui me semble toujours étonnant dans ces attaques, c'est que nous avons cette année réalisé une union de la gauche qui est inédite depuis plus de 20 ans et que donc nous nous sommes élargis, nous la France Insoumise, je parle en tant qu'insoumis, nous nous sommes élargis, la France Insoumise, plutôt vers le centre que vers la gauche. Il y a une extrême gauche en France, elle existe, elle est respectable, c'est Lutte ouvrière, c'est le POI, c'est le NPA. Ils ont leur manière de faire de la politique, leur manière de conduire leur campagne. Nous ne sommes pas l'extrême gauche, nous sommes la gauche unie. Et non, nous ne sommes pas dangereux et non, nous ne sommes pas les candidats du désordre, bien loin de là. Nous proposons au contraire un projet politique qui est ordonné, qui est construit, qui est chiffré, qui est crédible et qui sera réalisé lorsque nous aurons pris la majorité à l'Assemblée nationale. Léo Walter, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez du bilan du gouvernement pour l'hôpital public et quelles sont vos solutions? Alors le bilan du gouvernement, je ne vous surprendrai pas en vous disant que je le trouve absolument dramatique. Donc je sais que M. Castaner aime dire que tout va bien. On ne doit pas rencontrer les mêmes personnes. Moi je discutais avec un médecin urgentiste cet après-midi. Ne m'interpellez pas, sinon je vais vous couper. Est-ce que je viens de dire que tout va bien? Non, mais vous l'avez dit hier à plusieurs reprises en disant que c'était pas suffisant. Mais je crois qu'on ne vit pas exactement dans le même monde. Mais bon, excusez-moi de vous avoir interpellé, je vais répondre à la question. Je le trouve assez dramatique. D'abord parce qu'il y a eu des milliers de lits fermés, qu'on est dans une situation qui existe aujourd'hui parce qu'il y a des politiques de suppression des services publics, de suppression des financements qui a été fait. La solution qui est proposée d'avoir une plateforme téléphonique comme à Bordeaux, je crois que ça s'appelle le service d'accès aux soins, est un véritable problème parce qu'on se retrouve en fait avec des gens qui passent par le 15, sont orientés ailleurs qu'aux urgences, puis se retrouvent finalement aux urgences. L'urgentiste avec qui je discutais cet après-midi m'expliquait que, par exemple, l'ambulatoire qui est présenté comme une alternative au nombre de lits, on dit il y a moins de lits parce qu'on a de l'ambulatoire.
lui, il explique que les gens sortent beaucoup trop tôt de la clinique ou de l'hôpital, ne sont plus pris en charge, et donc il les récupère aux urgences le surlendemain ou 3 jours après, parce qu'il y a des complications qu'on aurait pu éviter. Donc tout ça, en fait, coûte extrêmement cher. Effectivement aussi parce qu'on est obligé de payer des médecins qui viennent se faire payer beaucoup plus cher que s'ils étaient payés par l'hôpital public directement. Je crois qu'on a un cercle vicieux. Monsieur Castaner parlait avec raison de la suppression du numerus clausus, qui est une très bonne idée. Le souci, c'est que c'est concrètement faux. Parce qu'en fait, quand on ne donne pas les moyens aux universités de recruter plus d'étudiants, quand on leur donne pas les moyens d'avoir plus d'enseignants, plus de salles, et ben en fait, le numerus clausus saute, mais il y a toujours aussi peu d'étudiants. Donc nous, ce que nous prenons très clairement... Vous avez le droit de vous interpeller si vous le souhaitez. C'est un cercle. Je vais répondre, vous me laisserez 30 secondes, on ne va pas s'interpeller. Ça va, je termine là-dessus. C'est un cercle vertueux. On pense effectivement, et là je partage l'avis de M. Castaner, qu'il faut, dans une situation d'urgence, raccourcir peut-être en partie les études de médecine pour qu'on puisse être plus vite sur le terrain. Effectivement, le statut d'urgentiste est un problème. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et puis, il faut par contre donner les moyens aux universités, à la médecine de ville, parce que quand on dit ambulatoire, ça veut dire qu'il faut des médecins dehors, puisqu'on n'est plus à l'intérieur, et à la médecine hospitalière. Nous proposons un très grand plan d'investissement dans l'hôpital public, et nous pensons qu'il est possible de sauver l'hôpital public. Les fermetures de postes sont souvent l'objet de manifestations, de mobilisations, d'inquiétudes également des parents d'élèves. Et pourtant, messieurs, depuis 2016, 800 élèves en moins dans les écoles. On pourrait donc penser qu'il y aurait moins de postes. Et pourtant, nous avons eu 17 postes en plus dans ce département des Alpes-de-Haute-Provence. Monsieur Walter, vous êtes directeur d'école. On pourrait dire que le gouvernement a plutôt bien fait son job. Alors, allez dire ça en salle des maîtres, allez parler de Jean-Michel Blanquer en salle des maîtres ou en salle des professeurs. On peut faire parler les chiffres comme on veut. Je suis personnellement représentant du personnel dans l'éducation nationale. Non, ce ne sont pas de bons chiffres, parce que ce ne sont pas des chiffres qui permettent de faire face aux besoins des populations. On est dans une pénurie d'enseignants. Il ne vous a pas échappé que dans l'Académie de Versailles, on se retrouve à devoir faire du job dating, c'est-à-dire que c'est un métier qui n'attire plus. Effectivement, il y a eu des postes de créés, mais ce sont des postes de créés. Il faut penser à toutes les missions qui ont été créées en parallèle. On a dédoublé les classes de CP, les classes de CE1, les classes de grande section. C'est une bonne idée. Nous pensons qu'il faut baisser massivement les effectifs à tous les niveaux, parce qu'on se retrouve avec des élèves qui, sortant d'un CE1 à 12 élèves, se retrouvent dans un CE2 à 28, 30, 32 élèves parfois. Et par contre, le faire à moyen constant, c'est un problème. C'est-à-dire que si on multiplie le nombre de postes pour les enseignants en dédoublant, par exemple, les CPCE1, ou en supprimant des RASED ici pour créer des postes de référents ailleurs, on se retrouve en fait avec moins d'enseignants devant les élèves. Et c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, je peux vous dire que dans ma toute petite école de 2 classes, le nombre de journées non remplacées depuis le début de l'année, et nous ne sommes plus en période Covid, est inédit. Et donc, il y a de moins en moins d'enseignants devant les élèves, contrairement à ce que pourraient vous faire penser les chiffres. Christophe Castaner, est-ce que vous êtes d'accord peut-être avec ce constat de Léo Walter ? Comme d'habitude, tout va mal. Tout est catastrophique. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai été député pendant 5 ans, à un moment où chaque année, il y avait des fermetures de classes nettes dans notre département. Aujourd'hui, alors qu'il y a effectivement une baisse de 800 élèves dans le premier degré, on a créé 17 postes. Ensuite, je ne veux pas laisser... On peut toujours faire peur avec des chiffres de 30, 32 élèves. Ça peut arriver. C'est totalement anormal. On a mis un plafond à 24 élèves par classe. Dans notre département, on est sur une moyenne de 15. Je ne sais pas combien il y a d'élèves sur vos 2 classes, mais on est à peu près dans cette moyenne, j'en suis convaincu. Je suis nettement au-dessus, mais le P sur E, ce qu'on appelle le P sur E, c'est-à-dire la moyenne par classe, vous savez que dans un département comme le nôtre, n'a aucun sens, puisque nous avons énormément de toutes petites écoles, de classes uniques, où on ne peut pas fermer une classe, même si on est en dessous de 14 ou 15 élèves. Et donc ça biaise complètement le P sur E, c'est-à-dire le nombre de professeurs devant les élèves et le nombre d'élèves devant les professeurs. Mais alors, il y a combien d'élèves dans l'école où vous êtes avec les 2 classes ? Dans l'école où je suis à l'heure actuelle, j'ai 20 élèves dans une classe unique à 4 niveaux d'école primaire, et dans l'autre classe, il y a 19 élèves dans une classe unique à 4 niveaux avec la petite section, la moyenne section, la grande section et le CP. J'entends bien et je sais la difficulté de l'enseignement et puis surtout, je vous donne aucune leçon sur ce sujet. Et je sais la qualité de votre vision sur ce sujet-là. Mais on voit bien qu'on est à 19 et 20 élèves. À Revest-du-Bion, oui. On est sur des... Pas à Manosque.
sur des petits effectifs. Et pas sur, aux raisons, et sur Manos, et sur Manos, ça fait partie des villes où on a dédoublé les classes. Tout à l'heure, vous trouviez ça intéressant. Mais je pense qu'il faut sur ces sujets aller plus loin. Et on a aussi un désaccord de fond avec le programme de la NUPES. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à construire des programmes d'accompagnement de l'enseignement, bien sûr avec le corpus de l'éducation nationale, parce qu'il n'est pas question que ce soit décidé territorialement, mais qu'on puisse arriver à faire des partenariats beaucoup plus forts avec les élus locaux, avec les associations, avec les parents, avec les élèves aussi, pour arriver à construire des projets de territoire. Je pense qu'il faut sur ces sujets accepter plus d'autonomie, parce qu'effectivement, on n'enseigne pas de la même façon à Revès-du-Bion ou à Manosque ou à Barcelonnette, et je pense que c'est pas inintéressant d'essayer de construire territoire par territoire, évidemment avec les enseignants et les dirigeants des écoles qui sont les premiers acteurs de ces réflexions-là. Et je pense que globalement aujourd'hui, on voit qu'on a une crise profonde de la qualité de la vision des Français sur notre enseignement public en particulier. Il faut corriger cela. Il faut se donner les moyens. Je pense aussi, par exemple, à l'enseignement professionnel. J'ai rencontré encore récemment des professionnels, des chefs d'entreprise qui me disaient « je ne recrute pas de diplômés d'enseignement professionnel ». Mais je pense que du coup, sur ces sujets, il faut faire de l'évaluation et qu'il faut faire changer le système. Aujourd'hui, Léo Walter, je me tourne vers vous, c'est 10 € le litre d'essence de lavande, contre 30 € il y a encore quelques années. Certains lavandiculteurs arrachent aujourd'hui leurs pieds à Banon parce que ça coûte trop cher de les entretenir. Il y a trop de producteurs, selon eux aussi, 400 dans les Alpes de Haute-Provence, mais aussi il y a des pays qui nous concurrencent, la Roumanie, la Bulgarie, l'Espagne, pour ne citer que en Europe. Comment peut-on garder et protéger notre trésor tout en restant leader et compétitif ? Alors, la compétitivité est une notion extrêmement complexe à manier. Nous proposons d'avoir une compétitivité par le haut. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas revenir en arrière sur le mieux-disant social, le mieux-disant environnemental, pour nous aligner sur des prix qui sont intenables, sans traiter mal les travailleurs, sans prendre trop à la nature et rendre les choses impossibles. Donc nous proposons une harmonisation par le haut, et si nous sommes élus, nous travaillerons avec nos partenaires européens de manière à avoir enfin une harmonisation fiscale, une harmonisation des normes qui permettrait à nos agriculteurs de continuer à vivre, que ce soit de la lavande ou d'autres productions, sans avoir à renoncer à la qualité de l'agriculture française. Christophe Castaner, sur ce sujet difficile de la lavande ? D'abord, je rebondis volontiers sur la nécessité d'avoir une approche globale. Et je salue la décision qui a été prise aujourd'hui au niveau du Parlement européen, à l'initiative du groupe Renew, qui est proche de la majorité présidentielle et qui a obtenu l'accord majoritaire pour mettre en place une taxe carbone à l'échelle de l'Europe, pour faire en sorte qu'effectivement les produits entrant en France soient à un niveau de fiscalité, de charges sociales identiques aux nôtres. Et de la même façon, il faut qu'on ait un système qu'on développe déjà depuis plusieurs années en France, qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire que s'il y a des contraintes en France, il faut que les produits agricoles qui viennent d'un pays étranger aient les mêmes contraintes. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et il nous faut sur ce sujet aller plus loin. Vous avez raison de traiter la question de la lavande à travers la question de l'effondrement du cours cette année. Et en particulier pour les agriculteurs qui sont mono-activités. Ils sont rares parce que les autres connaissent des évolutions de cours positives et c'est quelque chose qu'on a connu. On a des cycles sur la lavande. On a peut-être, il faut se le dire aussi, trop planté. D'ailleurs, c'est ce que dit Hérotonné, d'ailleurs, y compris la FDSEA. Mais vous verrez, moi je ne pense pas à la régulation par le haut. Vous verrez que les agriculteurs eux-mêmes vont s'adapter sur ce sujet. Vous êtes pour ou contre les chasses traditionnelles, et nous pourrions citer par exemple la chasse à la glu. Monsieur Castaner ? Moi j'étais plutôt pour, mais à la condition qu'on sache démontrer que c'est une chasse qui sait gérer les prélèvements, que tous les oiseaux ne se font pas engluer, que tous les oiseaux ne meurent pas. Nous n'avons pas réussi à le démontrer. Les chasseurs n'ont pas réussi à le démontrer. Nous avons perdu devant la Cour européenne de justice, devant le Conseil d'État, et ça fait partie des sujets. Aujourd'hui, la chasse à la glu est interdite, et je vous le dis, nous ne reviendrons pas sur cette interdiction, parce que c'est pas une méthode de prélèvement qui permet de sélectionner les animaux. N'importe quel autre type d'oiseau, même les plus rares, peuvent être englués. Léo Walter. Je partage tout à fait cette position, je suis contre, effectivement. Pourtant, il y a eu des manifestations. Et là, c'est pas bon pour les 3 minutes. Je sais, mais je ne vais pas développer plus que ça, j'aurai d'autres choses à dire tout à l'heure. Est-ce que les questions environnementales vous gênent un peu, le fait qu'il y ait cette alliance en fait avec les écologistes, ou pas du tout ? Absolument pas, pourquoi ? Le programme que je défends depuis maintenant plus de 5 ans et même depuis plus de 10 ans, parce que dans l'Humain d'abord c'était déjà là, me semble être le programme écologiste le plus abouti. Donc non, je n'ai aucun souci avec ça, si c'est votre question. Les Alpes de Haute-Provence, messieurs, c'est bien sûr le lac de Serponçon. On pourrait également parler des lacs et des rivières du Verdon. Un chiffre clé pour le lac de Serponçon, 7,32 m
c'est le seuil inférieur par rapport au seuil de l'été, de la cote optimale. Des inquiétudes des socioprofessionnels. On peut également parler de la plage de Saint-Vincent-les-Forts qui risque de ne pas ouvrir à temps pour la saison. Qu'est-ce qu'on fait du tourisme aujourd'hui pour ceux qui travaillent bien sûr depuis 60 ans sur ce lac de Serponçon? Est-ce qu'on peut sauver les socioprofessionnels aujourd'hui? J'étais hier avec le maire, non pas de Saint-Vincent-les-Forts, parce que les communes ont fusionné avec la Bréole, et nous parlions de ce combat-là. Je pense que la résilience, c'est pouvoir adapter. Par exemple, la question des plages, il nous faudra investir, et je suis prêt à les accompagner, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des quais mobiles qui s'adaptent à la hauteur de l'eau. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et donc nous avons commencé à travailler sur ces sujets. Je suis par exemple favorable à la nationalisation à 100% d'EDF, parce qu'on sait combien dans l'avenir de l'énergie, c'est absolument indispensable. Walter, je voyais un peu dodeliner, comme on dit. Non, je saluais l'idée d'une nationalisation à 100% d'EDF. Je salue cette proposition qui est dans notre programme. Moi, je dirais, vous parlez du tourisme, mais il y a une question qui est parfaitement globale autour de cette question de l'eau. Le stress hydrique que subit actuellement notre département et notre pays en son entier est extrêmement inquiétant. Nous pensons que la question de l'eau est centrale et sera centrale dans les années à venir. Nous avons une proposition forte dans notre programme et j'ai lu avec intérêt l'article dans la Provence ce matin sur la question du lac de Serponçon. J'ai remarqué que le président du syndicat mixte d'aménagement de la Durance était déjà dans cette logique-là, une logique qui est systémique et qui est organisée. Nous proposons de réorganiser les régions, de reprendre cet échelon régional pour le tourner autour des bassins versants, afin que la région soit maître d'œuvre et organise intégralement la filière de l'eau d'un bout à l'autre. Et il me semble qu'effectivement, il y a urgence. La question de savoir si on est républicain ou pas n'est pas une question d'appartenance ou de vote à un parti politique. Par exemple, quand on considère que la police tue dans ce pays et qu'on la met en cause et qu'on met en cause l'ordre républicain, je pense qu'on n'est pas républicain. De la même façon, quand on met en cause allègrement la coopération européenne, je pense qu'on n'est pas républicain. Et quand on ne combat pas le séparatisme dans notre pays, je pense qu'on n'est pas républicain. Alors je remercie M. Castaner d'être venu sur ce sujet très rapidement. Je citerai simplement les mots de Maître Henri Leclerc, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme l'autre jour à la télé, qui disait « La police tue, c'est un constat. Le fait est que nous avons eu des morts ces derniers temps. » Très bien que ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas dit... C'est un slogan de l'extrême gauche. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, M. Castaner. Je ne veux pas vous couper. Je ne dis pas les policiers tuent, je dis la police tue. Et c'est d'ailleurs... non, il dit la police tue, lui aussi. Il dit pas les policiers tuent. Et Maître Henri Leclerc a dit l'autre jour très clairement, je pense pas qu'on puisse accuser Maître Henri Leclerc d'être un excité anti-police, a constaté que la police tuait. Et il dit la police tue, c'est un constat. La question est de savoir si elle a le droit de le faire. Moi, j'ai une pensée ce soir pour Rayana, qui a 21 ans, c'est l'âge de mes enfants, qui a été abattu par un policier. Et je ne remets pas en cause le policier. Ça, c'est à la justice de le faire. Je remets en cause, par contre, très clairement, une doctrine de maintien de l'ordre qui a été initiée sous Manuel Valls et qui a continué sous le gouvernement Macron, qui est une doctrine de maintien de l'ordre qui tourne complètement le dos au principe du maintien de l'ordre qui faisait la fierté de la France dans le monde entier depuis le préfet Giraud, qui avait été un petit peu entaché par les événements de 86 et par la mort de Malik Oussekine, qui était une doctrine de respect des manifestants et de ne pas aller au contact et d'éviter justement de créer la violence. Quand on dit la police tue, on n'attaque pas les policiers, on attaque cette doctrine de maintien.